ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre ses partenaires. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de personnes qui travaillent dans l'écosystème de l'investissement immobilier, comme des agents immobiliers, des banquiers, des gestionnaires de patrimoine, etc. Dans le but d'apprendre à les connaître, de découvrir leur parcours et de s'imprégner de leurs connaissances. Car c'est en comprenant ces partenaires que vous serez plus à même de collaborer intelligemment avec eux. Aujourd'hui, j'accueille Antoine Dallène, investisseur immobilier et conseiller en gestion de patrimoine. Il a commencé en investissant en immobilier avec son épouse, Claire Dallène. Vous avez tout le détail de ce parcours dans l'épisode numéro 88 où justement j'interviewe Claire. Elle y détaille comment, tous les deux, ils ont réussi en l'espace de 4 ans, avec 4 enfants, à pouvoir vivre uniquement de leurs investissements immobiliers. Mais j'ai également voulu interviewer Antoine séparément, car dans la continuité de ses investissements, il a souhaité approfondir ses connaissances en passant un master de gestion de patrimoine. Mon idée était donc de découvrir avec vous ce qui se cache derrière ce métier de conseiller en gestion de patrimoine et d'échanger tout simplement avec lui. Ce qui est vraiment plaisant, c'est que Antoine n'est pas un simple conseiller en gestion de patrimoine, c'est avant tout un investisseur passionné, et ça s'entend. Bonne écoute! Salut Antoine, comment ça va? Ça va bien, écoute, je suis super content d'être invité à ton podcast et d'être avec toi, donc merci à toi. Eh ben, je suis ravie parce que tu es donc dans un type d'interview qui s'appelle Comprendre ses partenaires et il s'avère que toi Antoine, tu es conseiller en gestion de patrimoine. Et ça m'intéresse justement de découvrir un petit peu plein de choses sur ce sujet parce que j'y connais pas encore énormément au sujet des conseillers en gestion de patrimoine, donc je compte sur toi pour m'éclairer. Trop bien, avec plaisir. Alors, déjà pour commencer, alors je sais pas si l'audience a suivi, c'est que en fait j'ai interviewé Claire Dallène, qui est donc ton épouse, dans l'épisode précédent, avec laquelle j'ai détaillé tout votre parcours d'investisseur en immobilier. Donc en fait, ce que j'aime bien chez toi, Antoine, c'est que t'es conseiller en gestion de patrimoine, mais t'es surtout un gros investisseur immobilier, et donc t'es pas juste quelqu'un qui dit aux autres ce qu'il doit faire sans avoir fait lui-même ce qui devait être fait. Je connais le chemin et la sueur associée. Voilà, donc c'est pour ça que c'est génial. Et je sais que tu t'es pris de passion par tout ce qui est gestion financière, que ce soit immobilier ou gestion financière, et tu as vraiment passé ce diplôme de conseiller en gestion de patrimoine après avoir fait plein d'investissements en immobilier. Ouais. Donc c'est vraiment parce que c'est une passion pour toi, un vrai intérêt profond. Donc je trouve ça génial. Et je voulais te demander, du coup, c'est quoi ce diplôme? Parce que moi, ça m'intéresse aussi de devenir meilleur en gestion de patrimoine. Donc, qu'est-ce que tu as passé comme diplôme et comment ça marche les diplômes de conseiller en gestion de patrimoine? Ok. Alors, en fait, moi, de formation initiale, je suis ingénieur. Donc, j'ai fait un parcours classique, maths sup, maths spé, école d'ingénieur. Et en fait, pour moi, c'était très nébuleux ce métier de gestion de patrimoine, quels sont les diplômes. Et en fait, simplement, donc, je me suis renseigné sur les endroits où on pouvait passer ce type de diplôme. Donc, nous, on habite Marseille, et donc il y avait des choses à côté d'Aix. Et puis, dans le domaine, il y a une université qui s'appelle Juris Campus, qui est assez connue, qui proposait ça. Donc, soit à Toulouse, soit à Paris. Et en fait, du coup, je me suis renseigné sur les différents diplômes, je les ai contactés. Et en fait, ils m'ont dit que dans mon cas où j'étais ingénieur avec zéro compétence en droit, pour arriver à rejoindre un diplôme de gestion de patrimoine, en fait, au fond, c'est un master en gestion de patrimoine. Il fallait d'abord que je passe ce qu'ils appellent une capacité. Donc, j'ai passé déjà 6 mois à me remettre à niveau sur pas mal de choses, sur la fiscalité, la transmission. Je me suis mis une grosse pression en me disant, est-ce que je vais y arriver? Et donc, du coup, j'ai passé. Donc, la capacité, c'est pas réellement un diplôme en tant que tel, mais ça me permet d'avoir une passerelle pour vérifier que j'ai le niveau
pour postuler au master. Donc, en fait, Ok. j'ai bien cartonné à ce diplôme-là malgré le stress. Et donc, du coup, j'ai été éligible à accéder directement, malgré mon parcours d'ingénieur, vers un master en gestion de patrimoine. Et donc, du coup, c'était un cycle, pour une année scolaire, hein, de septembre à l'été. Donc ça, c'est quoi? Le master ou parce que Le la master. capacité? Ouais, la capacité, je l'ai passée entre avril et l'été. Donc, c'était un Ok. petit 6 mois pour me permettre de vérifier que j'avais les compétences. Puis, j'ai bossé des cours, etc. C'était à distance, ça, ou À t'étais distance, ouais. en... C'était en Ok. distanciel, ouais. Ouais. De toute Ok. façon, on était, là, c'était en 2020. Donc, on était en plein Covid et compagnie. Donc, Ah oui, donc nickel. T'avais pas besoin d'aller sur les bancs de l'école avec des non, jeunes de 20 exactement. ans. Il y avait de la visio, du distanciel. D'ailleurs, c'était un des critères pour moi pour choisir Juris Campus. C'est qu'ils proposaient justement pas mal de distanciel. Donc pour moi, c'était un critère parce qu'on continue encore à investir. On était en plein travaux sur un immeuble. J'accompagnais déjà, je commençais à accompagner des gens juste sur de l'investissement immobilier. Et donc, du coup, c'était parfait pour moi. Et effectivement, j'ai de, de avril, je pense, 2020 à l'été 2020, j'ai passé cette capacité en gestion de patrimoine pour me faire une passerelle. Et de la rentrée, donc septembre 2020 à août 2021, j'ai passé mon master en gestion de patrimoine. Et ça, c'est pendant un an pour faire Un un an, master en gestion de exactement, un patrimoine. an. Et du coup, j'ai passé un master 1, donc qui est l'équivalent de si j'avais fait un parcours de droit d'un bac plus 4. Et aujourd'hui, si je le voulais, je pourrais même passer un master 2 si je voulais me spécialiser sur une branche. Par exemple, si je voulais me spécialiser sur la transmission d'entreprise, la transmission du patrimoine et les successions, ou si je pourrais passer un master 2 qui est encore un niveau au-dessus. Je ne dis pas que je ne le ferai pas, mais pourquoi pas. Mais aujourd'hui, déjà, comme dans l'investissement immobilier, je trouve que c'est bien d'apprendre un peu, mettre en pratique, apprendre un peu, mettre en pratique. Donc là, j'ai passé mon master en gestion de patrimoine, j'ai été diplômé à l'été 2021. Ouais. Je me sers de mes compétences, j'accompagne, etc. Mais peut-être que, je ne sais pas, si je me prends de passion sur un thème particulier, je repasserai un master 2, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, je me suis arrêté au master 1, quoi. Mais t'as déjà une petite spécialité qui te fait des yeux, qui te fait de l'œil, je veux dire? Aujourd'hui, en fait, ma passion, c'est l'immobilier, l'entrepreneuriat. Donc, naturellement, les clients que j'accompagne, ils sont déjà entrepreneurs en général et ils veulent faire de l'immobilier. Et donc, s'il y avait un truc qui me faisait un peu de l'œil, ce serait peut-être la partie accompagnement plus spécifique des entrepreneurs. Transmettre mon entreprise, la faire grossir, les leviers, la transmettre. Ça pourrait être ça, par exemple. Ok, ok, très intéressant. Et alors, la question que je me pose, c'est que donc j'ai compris, mais je voulais savoir la majorité du coup des CGP qui pratiquent en France, Ouais. ils ont fait ça, ils ont fait le master en gestion de patrimoine niveau bac plus 4 après plutôt des études de droit. Alors, du coup, effectivement, la majorité des gens qui exercent, donc je te dirai après, mais il y a trois types de métiers, en fait, quelque part. Les gens qui exercent, alors quand tu as des gens qui vont venir te voir de manière générale ou qui te démarchent, ils n'ont pas forcément passé le diplôme, ils peuvent très bien n'avoir pas de diplôme et te démarcher sous le couvert de quelqu'un d'autre qui, lui, a un diplôme et c'est lui qui signera des papiers s'il te vend des produits et des choses comme ça. Donc, tu peux Ah ok. complètement être démarché par des gens qui n'ont pas le diplôme et qui ont fait du droit. Même moi, j'aurais pu, en tant qu'ingénieur, me mettre dans un groupe sur lequel, en fait, je te démarche, je t'appelle, je recueille des informations de ta part, je peux te proposer des produits, mais c'est mon chef qui, lui, a le diplôme et les accréditations qui va signer les papiers, quoi. En fait, exactement comme un agent immobilier qui a la carte T et du coup il a les personnes qui démarchent à son nom. C'est exactement ça. D'ailleurs, en fait, tu vas avoir beaucoup des gens en première ligne qui démarchent, qui n'ont pas le diplôme. Ceux qui vont te contacter, vouloir t'interviewer, recueillir des données, c'est leur première étape pour rentrer dans un écosystème. Et d'ailleurs, quand j'ai repassé mon diplôme, mon master, on était 120 dans ma promo. L'énorme majorité repassait le diplôme pour avoir en direct les commissions, en fait. Ok, donc en fait ils pratiquaient déjà Pratiquer sans déjà. le diplôme et il y avait quelqu'un qui prenait les commissions un peu sur leur dos. Ok. Voilà, et donc du coup, il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui prend une partie de la commission. Et donc, une des motivations aussi de passer le diplôme, ça peut être de dire, moi, j'en ai marre de repasser 50% à quelqu'un. Et donc, du coup, je veux le pourcentage pour moi-même. Mais du coup, ça fait une motivation à faire réussir les autres qui est plus financière que moi, quand j'ai passé le diplôme. Ma clé, c'était de me dire, j'en ai marre de me faire balader
de pas comprendre un comptable, puis un avocat, puis un notaire, et je voulais vraiment comprendre et apporter de la valeur aux gens que j'accompagne. Et ma motivation n'était pas financière, en fait, elle était vraiment de point de vue compétence. Ok, donc en fait, finalement, ce que tu dis, c'est qu'il y a une bonne partie des gens qui passent le diplôme de CGP, alors qu'ils pratiquent déjà. Pratique déjà, Ils pratiquent déjà, c'est juste pour plus avoir de commission à payer à quelqu'un. exactement. Et en fait, la question que je me posais, c'est que du coup, quand moi je suis un particulier et que me fais démarcher, comment je sais si j'ai en face de moi, entre guillemets, un vrai CGP qui a passé un diplôme ou un autre qui n'a pas encore passé le diplôme? Ils le disent dans leur titre, c'est une sorte de réglementation? Alors en fait tu as deux choses. C'est tu as déjà le diplôme. Donc, c'est pour ça que je vais faire une différence entre conseiller en gestion de patrimoine et master en gestion de patrimoine. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai passé un master en gestion de patrimoine. Mais par contre, à aujourd'hui, si je voulais vendre des produits type assurance vie, Pinel, plan d'épargne retraite, il faudrait que j'ai vraiment l'adhésion à une chambre de conseiller en gestion de patrimoine, que j'adhère à pas mal de choses pour être capable d'avoir les assurances qui vont bien pour vendre ces produits-là, quoi. Ok, Le terme de conseiller en gestion de patrimoine, ça va surtout être pour quelqu'un qui adhère à la chambre, qui a des adhésions pour vendre des produits et qui vend ça. Donc, moi, je ne me définis pas réellement comme conseiller en gestion de patrimoine. Je me considère comme diplômé d'un master en gestion de patrimoine et je fais de la formation et de l'accompagnement. C'est la troisième catégorie de gens que je vais te donner quand je vais t'expliquer. du coup, conseiller en gestion de patrimoine, il n'a pas forcément un master en gestion de patrimoine. Alors si, là pour le coup, si tu es conseiller en gestion de patrimoine, c'est que tu as passé ton master en gestion de patrimoine, que tu adhères à une chambre de conseiller en gestion de patrimoine, que tu prends toutes les assurances, etc., et que tu es en lien, on le verra après, avec différents groupes, Generali, Swiss Life, etc., pour vendre des produits. Là, tu es vraiment conseiller en gestion de patrimoine. Mais quand quelqu'un, pour répondre à ta question de tout à l'heure, vient te voir en te disant, voilà, je vais vous faire un bilan patrimonial gratuit ou des choses comme ça. Le seul moyen de savoir s'il est conseiller en gestion de patrimoine, c'est de l'interviewer en disant, mais alors du coup, dites-moi, c'est quoi votre cursus, quel est votre diplôme? Ok, Et après, la deuxième question la plus clé, c'est est-ce que vous pouvez m'expliquer en fait quelle est votre offre et proposition et comment vous vous rémunérez? Si jamais il vous répond c'est gratuit, bah, c'est que c'est vous le produit, quoi. ok. Bah, on va en parler juste après des modes de rémunération. Donc, ok, là j'ai tout compris, en tout cas en conseiller en gestion de patrimoine, mais c'est juste que j'avais envie de revenir sur d'autres diplômes que j'avais entendus. C'est le fameux CIF. Et est-ce que ça a un rapport? Donc, CIF, c'est conseiller en investissement financier. C'est ça, ouais. Donc, et c'est quoi la différence? Est-ce que Alors, c'est des diplômes non, en fait, le CIF, ça va être plutôt une accréditation. Et en fait, il faut avoir un master, par exemple, en gestion de patrimoine. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai la capacité à avoir la carte T et vendre de l'immobilier. Ce diplôme offre ça. Il offre la capacité à avoir la carte T, à avoir le CIF, à avoir l'IOBSP, donc intermédiaire en opération de banque. Et donc, du coup, ça me donne la capacité de pouvoir vendre de l'immobilier, vendre des produits d'assurance, vendre des produits d'investissement financier si j'adhère à une chambre et que je prends les assurances qui vont bien et que je me mets avec des organismes qui vendent ces produits-là. Dans ce cas-là, je pourrais vendre ces produits-là parce que mon diplôme, à la fin, quand j'étais diplômé, on m'a dit, bah voilà, vous avez votre diplôme et maintenant vous avez ces accréditations-là. Mais sans adhérer à une chambre des conseillers en gestion de patrimoine, je ne peux pas vendre les produits, même si j'ai le CIF quelque part ou la carte T, quoi. Alors attends, donc par exemple la carte T, là techniquement, tu peux pas il faudrait que tu adhères à quelque chose pour l'avoir, pour pouvoir être agent immobilier. Là, pour le coup, c'est pas forcément une chambre de conseiller en gestion de patrimoine, mais il faudrait que j'aille à la chambre du commerce et d'industrie pour me déclarer, etc. Te Et j'ai des déclarer démarches à faire, officiellement. j'ai des démarches à faire pour pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, Ok. j'ai la carte T, le CIF, etc. Mais j'aurai des démarches à faire pour Pour avoir le tampon administratif, hein, enfin une sorte de. Ok. Et pareil pour le CIF, il suffirait que tu fasses une sorte de démarche pour ça, ouais. obtenir ce fameux CIF. Exactement. Bah, le site, je l'ai, mais j'ai des démarches administratives pour le rendre enclenchable et vendre les produits qui sont derrière. Ok. Par exemple, je te prends l'exemple, il y a une plateforme que j'aime bien qui s'appelle Lita, qui propose des produits avec un sens écologique, Alors ça s'écrit comment, Lita? LITA. Ok. C'est un site internet. Oui, c'est un site internet qui propose des produits que je trouve intéressants.
avec un respect social, environnemental. Et du coup, une fois, j'avais échangé avec eux parce qu'il y avait un produit qui m'intéressait. Dans la discussion, ils ont compris que j'étais CGP. Et ils m'ont dit, ah bah tiens, si vous avez le CIF, on pourrait être partenaires ensemble, etc. Et j'ai pas été plus loin parce que j'ai pas envie d'enclencher ma compétence de CIF, avoir les assurances qui vont bien, les accréditations pour vendre des produits. Mais si je veux, je pourrais le faire, quoi. Ok, et du coup, alors question rien à voir, enfin juste pour essayer de tout recouper, est-ce qu'on peut avoir le CIF sans avoir le master en gestion de patrimoine? Là, tu me poses un peu une colle. Je pense qu'effectivement, il doit y avoir d'autres cursus. Déjà, je suis sûr, c'est comme la carte T, je suis sûr que par l'expérience, si dans. Alors, je mets quand même avec des pincettes, hein. Ok, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la carte T, le master en gestion de patrimoine y conduit, mais si tu arrivais à prouver un certain nombre d'années d'expérience, tu arriverais à le faire reconnaître et avoir la carte T. Et le ok. CIF, je ne sais pas te dire, mais j'imagine qu'il y a d'autres passerelles. Ok, il me semble aussi parce que je crois que je connais quelqu'un qui a justement passé Ouais, le CIF et qui a pas le master en gestion de patrimoine, donc exactement. Ouais. j'ai l'impression que... Ok, bon ça m'intéresse, on a peut-être perdu l'audience Non. à cause de mes questions, mais c'est vrai que moi ça m'intéresse parce que j'aime bien me former et essayer de comprendre comment ça marche. Mais donc super intéressant, donc la conclusion c'est de se dire que quand on a un master en gestion de patrimoine, donc niveau 1, c'est que finalement on a quand même un beau bagage pour conseiller les gens. Enfin voilà. Ouais, ouais, c'est Parce que finalement, ça donne vraiment. accès à plein de choses, donc ça veut Ah, dire que moi, c'est quand c'est. même pas mal, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, c'est honnêtement, j'ai passé le diplôme en me disant, j'aimerais avoir des compétences. Et puis, j'avais un argument bête en me disant, ouais, si je veux accompagner des gens dans l'investissement immobilier, bah, du coup, c'est quand même un plus d'avoir un diplôme. En France, on aime bien les diplômes. Paf, je vais passer un diplôme en. Ça va faire classe quand je dirais, je suis diplômé avec un master en gestion de Bah, patrimoine. franchement, moi, je trouve que ça fait très classe. Donc, bon. Mais alors, du coup, c'était un peu ma première idée. Parfois, on se lance sur des sujets, bah, c'est comme l'immobilier, tu te lances, puis tu sais pas trop parfois où tu vas atterrir. Mais en fait, ce que j'ai trouvé dingue, c'est que ça m'a retourné le crâne, ce diplôme. J'ai appris des tonnes de choses. Et puis, bêtement, c'est comme quand on a commencé l'investissement immobilier. Moi, j'ai toujours aimé l'investissement immobilier, j'ai toujours aimé l'investissement de manière générale. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, en fait. Et donc, du coup, en abordant ce diplôme, je me suis dit, bon, quand même, j'en connais des caisses et des caisses, ça va être facile pour moi, quoi. Et en fait, j'ai ramé quand même. C'était parce que déjà, c'était pas mon cursus. Enfin, j'ai ramé au sens de j'ai beaucoup appris. Il a fallu que je m'y mette, que je potasse mes cours, que je me fasse des fiches, que je révise, que je comprenne, que je fasse des exos. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que moi, dans ma tête, j'avais une somme de règles, comme si les règles, c'était dans un fichier Excel plein de règles que tu empilais sur la succession, l'immobilier, les règles, le LMP, le LMNP. Et je n'avais pas du tout compris qu'il y a vraiment une méthode, en fait. Chaque domaine, par exemple, le code civil, ça va déterminer les règles entre les personnes. Le code général des impôts, ça va déterminer la fiscalité et ça se raccroche au code civil. Le code des assurances, c'est un autre code. Le code de la sécurité sociale sur comment tu payes tes cotisations quand tu es LMP ou gérant. Enfin, et du coup, ça m'a donné une méthode et une vision globale pour vraiment comprendre l'ensemble de comment s'articulent les règles, la fiscalité, etc. J'ai vraiment bien compris. Typiquement, avant, j'avais retenu que, par exemple, une succession, il fallait absolument qu'elle soit clôturée au bout de 6 mois, sinon bah, tu avais des pénalités fiscales. Et en fait, j'ai compris que d'un point de vue civil, tu peux la clôturer quand tu veux. C'est juste que le Code général des impôts, qui est un autre code, te dit si au bout de 6 mois, bah, tu as dépassé, fiscalement, tu dois payer des surplus. Mais civilement, si tu mets 6 ans à la clôturer, on s'en fout, quoi. Et Ouais. donc, du coup, j'ai vraiment compris cette articulation. Pareil, ce qui est compliqué avec le LMP et l'MNP, c'est qu'en fait, ça s'articule entre le code civil, quelles sont les règles, le code général des impôts, quelles sont les règles, et le code de la sécurité sociale, en fonction de certains critères, comment tu vas cotiser. Et tu as beau passer des heures sur Internet à chercher toutes les règles et tous les forums, tant que tu ne comprends pas qu'il y a des règles qui s'interposent et qui parlent entre elles, bah, tu ne comprends pas. Maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus clair, mais au début, j'ai ramé pour bien comprendre ces différents codes-là, quoi. Mais du coup, t'as dû, genre, lire le code Ah ouais, civil, ouais, lire ouais. le code de la sécurité sociale et tout, quoi. Ah non, mais en fait, j'ai dû acheter ces codes-là, qui sont dans ma bibliothèque où, quand j'ai acheté ça, Claire, elle m'a dit, mais t'es un grand malade mental, qu'est-ce que tu fous avec ça? Et du coup, dans les cours, ça renvoie. De toute façon, dans les cours de gestion de patrimoine, ils nous ont dit, mais n'allez pas sur Internet. Et c'est vrai que moi, j'ai regardé, il y a beaucoup de conneries. Et c'est vrai qu'avant, quand je faisais une recherche, par exemple, je sais pas, tu mets passage en LMP, tu vois tous les sites qui sortent. Bah, c'est ce que je faisais. Maintenant, je prends ma méthode et je regarde bah, le code civil de la règle, c'est ça, le code général des impôts, c'est ça, le code de la sécurité sociale, c'est ça. Et dans mes cours, du coup, je savais que il faut aller à tel endroit, regarder tel article. Et du coup, maintenant, c'est clair pour moi et je les comprends.
Et du coup, c'est aussi ce que j'ai appris dans mes cours, à apprendre le verbiage, la rigueur, la méthode. Et maintenant, je sais comprendre et faire une recherche. Et ça m'arrive quand un client me dit, bah ouais, ben, le comptable me dit qu'on ne peut pas amortir tel bien à la valeur vénale, bah, tac, je peux lui reprendre la jurisprudence ou l'article et lui renvoyer. Et du coup, ça débloque une situation, quoi. Ah ouais, ouais, parce que moi, alors je sais pas si tu vas me dire que c'est pas bien, mais moi j'aime bien le site du service public pour les choses Ouais, assez basiques en immobilier quand j'ai un doute. ouais, c'est très bien. Bah, je trouve que c'est vachement bien fait le site du service public. Ouais. Enfin, je sais pas ce que. Non, mais ça, du coup, effectivement, c'est des sites de référence. Ouais, voilà. Au moins on va à la source. Mais si tu vas sur des sites, enfin, comme il y en a plein sur Internet, Ouais, de journalistes quoi, ou je sais pas de. Ouais, les ouais. journalistes, tu vas voir l'article dans Capital et tu dis, bah, c'est quand même une référence. Tu peux avoir des conneries, mais laisse tomber, quoi. Bah ouais, ouais. Donc vaut mieux aller à la source quoi. Ouais, Ok. vaut mieux à la source. C'est intéressant, tu peux t'inspirer par pas mal de choses, ce que disent des investisseurs, ce que disent ta Jacqueline, faut mettre des pincettes, mais Ouais, après, il faut toujours se référencer au code, en fait, ouais, à la base. à la Ok. base. Et donc, du coup, c'est intéressant, si on est tous les deux LMP, de partager ensemble, mais imagine, on n'est pas d'accord, c'est pas la peine de faire des recherches sur Internet, on reprend le code et on va savoir. Bah oui, parce que forcément, si on n'est pas d'accord, c'est qu'on a vu des articles qui n'étaient pas d'accord Oui, entre eux. c'est Donc, ça. pour Ouais. savoir qui a raison, c'est de retourner à la source. Et donc, du coup, effectivement, moi, ça m'a passionné ce diplôme de gestion de patrimoine. J'ai appris de la méthode, j'ai appris le fonctionnement des différents codes, ce que je te racontais. J'ai appris la fiscalité à 360 degrés. Donc, du coup, les personnes physiques, l'impôt sur le revenu, la TVA. J'ai appris la fiscalité des personnes morales avec l'impôt sur les sociétés, la transmission du patrimoine. On a appris sur les successions, on a appris sur les régimes matrimoniaux, comment on préconise des investissements avec les classes d'actifs, les différentes enveloppes, PEA, PEL, les PER. Du coup, c'était vraiment hyper large. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est aussi la partie bilan patrimonial, où en fait, on donne vraiment une méthode en disant, un, on pose les objectifs du client. Les objectifs du client, c'est est-ce qu'il veut augmenter son train de vie, est-ce qu'il veut transmettre, est-ce que c'est pour la retraite, est-ce qu'il veut faire un virage professionnel, est-ce qu'il veut entreprendre? Donc, du coup, tu poses vraiment proprement les objectifs. Tu fais un diagnostic comme un ingénieur, hein. En fait, tu vas Hmm. prendre tous les axes, actifs, passifs, prévoyance, retraite, contrat de mariage, les avantages, inconvénients de sa situation, lui partager. Donc, du coup, objectif, état des lieux, et lui montrer en fait tous les chemins qui existent en termes de plan d'action, l'immobilier, l'entrepreneuriat, etc. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai trouvé passionnant sur cette méthodologie de gestion de patrimoine, c'est qu'en fait, moi, j'ai un kiff pour l'immobilier entrepreneuriat, c'est qu'après, tu arrives bien à montrer aux gens dans quel cadre l'immobilier peut s'insérer ou l'entrepreneuriat, et tu dépasses complètement, c'est ce que j'ai aimé, le côté ah bah Dorine, vous payez un peu d'impôts, je vais bien vous filer un produit défiscalisant pour payer moins d'impôts. Ouais, et en plus, ça, je suis sûre que commercialement, les gens, ils sont là. Oh, trop bien, je paierai moins d'impôts. Ouais, c'est clair. Ce qu'il faut bien voir aussi en fiscalité, c'est qu'il n'y a jamais il n'y a pas de produit parfait, ou il y a toujours des avantages inconvénients. Ouais, Donc, le seul moyen que les avantages te bénéficient à plein et les inconvénients ne t'impactent pas trop, c'est bien de te dire quels sont mes objectifs, quelle est ma situation et est-ce que ce produit est vraiment cohérent, quoi. Et puis, il faut que le client comprenne bien parce que du coup, effectivement, la défiscalisation, c'est vraiment que pour certains clients et pareil, comme l'investissement immobilier, c'est fait que pour certains clients. Et donc, moi, j'ai vraiment adoré ce diplôme, quoi. et du coup, moi, je voulais te partager, moi, une impression que j'ai eue, en tout cas dans mon parcours d'investisseur en immobilier, quand j'ai rencontré des professionnels. Avec Cyril, on a rencontré, bah, que ce soit son comptable, que ce soit, on a aussi rencontré des avocats fiscalistes, on a rencontré, enfin, on a fait pas mal de rencontres de professionnels, aussi de conseillers en gestion de patrimoine d'ailleurs. Et en fait, nous, notre impression, c'est que des fois, en fait, c'est des gens qui vendent toujours la même chose, le même modèle, un peu à tous leurs clients, et qui s'adaptaient pas à notre situation à nous. Quand on expliquait au comptable de Cyril, non mais nous on investit en immobilier, on va arrêter de travailler. Et lui, il disait mais non, et du coup, il nous donnait sa solution fiscale, mais moi je disais bah non mais regardez, si on arrête de travailler, c'est pas intéressant. Et en fait, nous en tout cas, dans tout ce qu'on a vécu, à chaque fois, on devait vraiment approfondir les sujets par nous-mêmes et on peut pas, et moi je pense que c'est un conseil qu'on peut donner, mais se fier totalement aux professionnels qu'on a en face de soi. Il faut comprendre soi-même pour vérifier que ça nous correspond vraiment. C'est sûr. Et en fait, moi, c'est aussi un conseil que je donnerais, c'est, de toute façon, là, on parle quand même de gestion de patrimoine, d'investissement, etc. Mais moi, le conseil que je donnerais aux gens, c'est vraiment de passer du temps à définir vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est que les professionnels qu'ils vont rencontrer,
dans la gestion de patrimoine, l'avocat, le notaire, le comptable, etc., c'est des gens qui ont beaucoup de travail et qui, du coup, ils n'ont pas 3 heures à vous consacrer pour définir, oui, mais vous avez pensé à ça, et si, mais vous avez vu les avantages, les inconvénients. Et donc, du coup, eux, leur schéma, par exemple, ça va être de faire de la SCI/LIS parce qu'ils gagnent en tant que comptable 100 000 euros par an. Et donc, du coup, ils n'ont pas besoin de ce revenu-là, ils l'encapsulent, ils payent trop d'impôts, ils vont dire, non, mais la SCI/LIS, c'est très bien. On va retrouver des formations sur YouTube qui disent SCI/LIS, SCI/LIS, SCI/LIS. Mais il y a un moment, il faut d'abord se poser, quels sont mes objectifs? Et après, quand vous rencontrez des professionnels, comme vous l'avez fait vous, mais moi je l'ai souvent fait, de dire bah, voilà ce que je veux. Et moi, je me suis déjà vu à des rendez-vous en disant ça vous dérange pas, je peux vous expliquer ce que je veux d'abord avant qu'on parte sur Ouais, la c'est solution, ça. quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et plusieurs fois, moi, dans des rendez-vous, il y a les professionnels en face de moi m'ont dit ah, mais non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, faites plutôt ça, ça marche pas. Et je dis oui, mais comme vous, au vu de ma situation, c'est assez pertinent. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, ah oui, donc du coup, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de voir ensemble comment les CGP en général ils travaillent. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils se rémunèrent? Parce que du coup, moi, quand je rencontre des CGP, comment est-ce que je sais ses intérêts financiers derrière quand je le rencontre? Et c'est quoi les différents types? Tu as mentionné ça tout à l'heure. Pour moi, tu vas avoir 3 grands types de CGP. Tu vas avoir ce qu'on appelle les conseillers en gestion de patrimoine non indépendants. Donc, ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui est dans une banque. On va te dire, je vais vous faire rencontrer le gestionnaire de patrimoine. Et donc, lui, typiquement, il a un master en gestion de patrimoine. Il est rémunéré par la banque. Et donc, forcément, il peut, par un forfait, te donner un petit peu de conseils, mais son job, c'est quand même de promouvoir les produits de la banque, assurance vie, assurance, etc. Lui, il est clairement non indépendant puisqu'il fait partie de telle banque. Donc, tu sais que c'est un conseiller de patrimoine non indépendant. Ça va être la même chose si tu vas chez un assureur. Donc, du coup, ça, c'est la première catégorie des gens qui ont ce diplôme-là, qui sont clairement salariés d'une enseigne banque, assurance, prévoyance. Donc là, tu sais que c'est la première catégorie, ils vont te promouvoir leurs produits. En fait, finalement, c'est des commerciaux qui vendent leurs produits sous couvert d'être soi-disant conseillers en gestion de patrimoine, Donc, quoi. ils sont conseillers en gestion de patrimoine non indépendants. Voilà, ok. Voilà, ça c'est la première catégorie. C'est moi, la caisse d'épargne, au début, j'étais super flatté quand on m'a dit, vu votre profil, on vous a rattaché à un gestionnaire de patrimoine. Je me disais, putain, limite les gestionnaires de fortune. Bah ouais, ouais, tu te sens flatté quand t'entends ça. C'est clair, ouais. Tu te dis, putain, je me suis upgradé là. Et bon, alors, moi, du coup, direct, je l'ai appelé en disant, est-ce que je peux avoir des investissements, des financements immobiliers en plus? Elle m'a répondu non, j'ai laissé tomber. Ça, c'est la première catégorie. Et donc, eux, ils sont salariés. Ouais. Ils vont avoir des primes en plus s'ils arrivent à te vendre plus de produits sur leurs variables, mais c'est du conseiller en gestion de patrimoine non indépendant. Après, tu vas avoir ce qu'on appelle les conseillers en gestion de patrimoine qui se disent indépendants. Les CGPI, par exemple, conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Donc, pour moi, ils ne sont pas indépendants parce qu'ils sont indépendants du produit, mais ils veulent te vendre un produit quand même. Donc, en Ouais. fait, eux, ils viennent te voir, ils te proposent un bilan patrimonial gratuit. Et derrière, ils vont avec. Il y a quand même. Enfin, honnêtement, ça peut vraiment être adapté. Moi, je connais des gens qui passent par ce type de profil-là. Ça peut être vraiment adapté quand tu as envie d'être dans des chaussons, qu'on te fasse ton bilan patrimonial gratuit, qu'on t'explique les objectifs, tout ce qui peut être adapté. Et que directement, on va te dire, bah voilà, il y a différents types de produits, différents types d'assurance vie, différents types de supports. Dans des programmes dans le neuf, en Pinel, il y a différentes choses. En prévoyance, je peux vous proposer différentes choses. Tu as un catalogue qui est énorme. Et donc, du coup, là, pour le coup, ça va. En fait, ils vont être rétro-commissionnés. Mais alors, du coup, quand on dit conseiller en gestion de patrimoine indépendant, en fait, ils sont indépendants plutôt parce qu'ils sont auto-entrepreneurs. C'est ça, C'est ça qu'ils entendent par indépendant, mais ils exactement. sont dépendants des produits qu'ils vendent. Parce que eux, ils font les rendez-vous gratuits, C'est ça, ils touchent leur commission à la vente de produits. exactement. Ouais. Et du coup, ils ont un catalogue de produits qui, lui, n'est pas infini, j'imagine. Ils ont des partenariats. Ils ont des partenariats, ouais. Alors après, il y a énormément de bons produits, hein. Moi, je pense que quelqu'un qui ne veut pas s'y intéresser, qui n'a pas le temps, il a intérêt à passer par ce type de profil-là. Parce que t'es pas orienté par ta banque pour te vendre tel produit. Donc, en fait, des gens qui travaillent énormément, qui n'ont pas le temps, ça les saoule. Enfin, moi, je pense que c'est bien de passer par ce type de profil-là plutôt que de rien faire et donc, du coup, effectivement, ils vont avoir un catalogue et ils gagnent vraiment leur vie le jour où ils vont te proposer un appartement, par exemple, en défiscalisation
sur lequel, je sais pas, ils vont par exemple avoir une rétrocommission de 6%, là, ils gagnent vraiment leur vie. Ah ouais, là c'est bien, ouais. 6% sur un appart. Et donc, du coup, et pareil, tu vas avoir sur des produits ou des placements financiers, bah, si, ils vont avoir les frais d'entrée sur le contrat, ça va être pour eux. Et après, tous les ans, ils vont toucher les frais de gestion, par exemple, une partie. Ouais. Et du coup, ça, c'est vraiment un récurrent, quoi. Ouais, donc eux sont contents, mais du coup, toi, en tant que client, il y a encore mieux, parce que là, tu as dit les deux catégories. Et après, du coup, tu as, la troisième catégorie dans laquelle moi je vais me mettre, qui vont être des gens qui te font Vraiment de la indépendants. formation, de l'accompagnement et qui te proposent de la prestation intellectuelle et qui sont rémunérés pour ça. Quelque part, c'est une autre catégorie sur laquelle moi, le seul truc que j'ai à vendre, c'est mes compétences d'ingénieur, d'expérience, de méthodologie, de rigueur. Quels sont les objectifs? Quel est l'état des lieux? Voilà les différents chemins qui existent. Qu'est-ce que tu en penses? Mais derrière, il n'y a aucun produit à vendre. Je ne peux pas te vendre de prévoyance. J'ai rien à vendre. Bah ouais, ouais, super Du coup, ça va être la intéressant. troisième catégorie et souvent va être là-dedans ce qu'on va appeler les family office. Les family office, c'est des gens qui sont vraiment sur de la prestation haut de gamme et qui vont conseiller et bosser. J'avais rencontré une fois quelqu'un qui était family office et il bossait pour quelques familles et c'est lui qui faisait les recherches d'appart à Paris, la gestion, qui déléguait. Enfin, il faisait vraiment il était très très acteur dans les conseils, la structuration, le suivi et déclaration d'impôts, etc. Donc, tu vas être sur la troisième catégorie, moi qui je dirais tu n'es même plus conseiller en gestion de patrimoine non indépendant ou indépendant, tu n'es même plus conseiller en gestion de patrimoine, tu ne fais pas de vente de produits, tu vas vraiment être sur de la formation, de l'accompagnement, du conseil. J'ai vu deux personnes qui se décrivaient comme consultants en stratégie patrimoniale. Voilà, ouais, ouais, conseiller. Ouais, 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 ouais. Bah, du coup, parce que conseil en gestion de patrimoine, t'as quand même, en fait, le nom, il est quand même bien choisi pour les commerciaux, parce que t'as l'impression que quelqu'un, il est là pour te conseiller gentiment, alors que c'est plutôt un commercial en produit, en rapport avec ton patrimoine. Mais d'ailleurs, c'est un point très sensible, le mot conseil, parce qu'en fait, le mot conseil, c'est que des avocats fiscalistes ou ce type de diplôme-là qui peuvent conseiller. Normalement, en fait, un conseiller en gestion de patrimoine n'a pas le droit de conseiller. En fait, il doit essentiellement vendre des produits. Ouais, c'est hyper ambigu alors, parce qu'il s'appelle conseiller en gestion de patrimoine. C'est vraiment quand on fait du pur conseil, on serait plutôt avocat fiscaliste. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, je me positionne vraiment sur de la formation et de l'explication et aider les gens à comprendre. Mais à chaque fois, je donne pas de conseils à dire, écoute, fais ça. Non, je vais expliquer, bah, voilà la situation, voilà comment ça se passe, voilà les chemins qui existent. Celui-là peut être intéressant, up to you, quoi. Ouais, 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 c'est exactement ça. Et du coup, je vais aider à faire l'interface entre un notaire, un comptable. Mais du coup, à chaque fois, je redis bien, bah, voilà, ça peut être intéressant, ça marche comme ça, mais rebouclez avec votre comptable, quoi. Ouais, ouais. Ok, bah en tout cas, c'est super intéressant. Donc, en gros, si je faisais un résumé, en gros, les conseillers en gestion de patrimoine qui sont salariés, donc du coup, entre guillemets, directement rattachés à une banque, ou quand la banque te promeut, oh, tu as le droit d'avoir un rendez-vous avec un conseiller de gestion de patrimoine si tu veux. Donc ça, c'est pas forcément le bon plan. Enfin, pas particulièrement. C'est toujours mieux que rien faire. Si tu as 200 000 euros, si t'as 200 000 euros sur un compte courant qui dort et que tu veux pas t'en occuper, c'est toujours mieux Oui. de mieux que rien faire. Ouais, mais du coup, autant aller voir le deuxième alors. Le deuxième, il est quand même mieux parce que le Mm. soi-disant conseiller de gestion de patrimoine, soi-disant indépendant, c'est-à-dire celui qui va vendre tes produits, lui au moins, il n'est pas attaché à une banque qui vend que son type de produit. Au moins, il a peut-être un catalogue un petit peu plus large Ouais, de exactement. choses à proposer. Donc, et comme Exactement. lui, il est gratuit aussi, autant aller voir lui plutôt que d'aller voir celui de ta banque. Exactement. Et du coup, ça c'est pas mal peut-être pour des gens qui n'ont pas un patrimoine trop important aussi, parce que à partir d'un peut-être un patrimoine vraiment conséquent, autant payer vraiment entre guillemets le jus de cerveau pour avoir un conseil personnalisé. Si tu as le patrimoine suffisant et l'envie de t'impliquer. Ouais, mais peut-être que tu peux déléguer à un conseiller en gestion de patrimoine vraiment indépendant, c'est-à-dire de la troisième catégorie, Oui, en lui demandant de faire une analyse pour toi parce que t'as pas envie de t'en occuper. Il te fait une analyse un peu complète, mais de comprendre quand même un minimum ce qu'il te dit, parce que si tu vas voir le deuxième, il va te dire ah bah prenez trois pinelles, deux. moi, j'ai accompagné plusieurs clients qui avaient vraiment des très gros patrimoines. Alors, du coup, déjà, ils ne comprenaient rien parce qu'ils m'ont dit, mais moi, je lui dis, mais pourquoi vous avez une assurance vie? Il me dit, ah, parce que je trouve que ça faisait bien, tout le monde a une assurance vie. Donc, je lui disais, pourquoi moi, j'en ai pas? Et après, ils avaient plus des couches et des couches et des couches de trucs, mais le patrimoine était devenu compliqué tellement il y avait eu des fiscs, de couches de machin, de trucs, et le client ne comprenait rien. Et quasiment la grosse complexité, ça a été de mettre à plat tout, leur faire comprendre déjà aujourd'hui on en est où,
et de les faire bouger, quoi. Mais mine de rien, j'aurais pas pu faire le travail sans eux parce qu'en fait, ça a été long d'expliquer, comprendre, de bouger. Il s'était rendu complexe parce qu'ils voulaient pas s'en occuper, quoi. Bah ouais, mais en fait, enfin, moi je sais pas, je suis peut-être un peu. J'ai un avis peut-être tranché, mais je trouve que les finances, c'est quand même bien de s'en occuper un minimum, Ah, quoi. c'est Enfin, clair. C'est je comme si sais tu disais pas. que je m'occupe pas de ma santé ou Ou rien. l'éducation de mes enfants, je laisse Ouais, faire la nounou, j'ai quoi. délégué. Ouais. Ouais. Moi, je fais que des moments de qualité. Le vendredi, de 18h à 19h, je fais 1 heure de qualité. Par contre, le reste, je délègue l'éducation de mes enfants. Ouais. Ouais, ouais. Je sais, tu peux, enfin, il y a des choses que tu peux pas complètement déléguer. Je suis d'accord que tu peux avoir un degré de passion plus ou moins élevé, et peut-être ça peut ne pas te passionner du tout, Ouais. mais il y a une forme d'hygiène élémentaire, Ouais. enfin, Mais qui me c'est paraît comme si tu évidente. disais, moi, Mais le bon, sport, j'aime pas en faire, j'en fais pas. Non, mais il faut, à un moment, il faut aller courir un peu ou prendre bah soin de oui, soi, mange bien. bah C'est du ouais, basique, quoi. S'occuper de sa santé, de son temps, de ses finances, de ses enfants, c'est quand même, c'est juste normal, quoi. bah ouais, pour moi c'est la base. Mais bon, C'est la base, ouais. Ouais. bon voilà. Mais j'imagine que les gens qui écoutent le podcast, pour eux, ça leur paraît évident de s'occuper des finances vu qu'ils écoutent le podcast. C'est marrant, ça, en ça, Claire m'a énormément apporté. C'est que moi, parfois, ces sujets-là, ça me passionnait, mais j'avais du mal à le raccrocher à un objectif. Quand on arrive à se dire tout ce qu'on a dit là, c'est au service de notre liberté, de nos projets, de réussir, etc., c'est intéressant. Sinon, c'est vrai qu'il faut vraiment être passionné parce que c'est un peu chiant, quoi. Et la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ah ouais, ouais, mais c'est quand même chiant ce que tu racontes. Et du coup, ou c'est chiant de s'intéresser à ça. Et je lui ai dit oui, peut-être, mais quand c'est au service de ta liberté et de faire ce que tu aimes, bah, est-ce que tu as envie de faire un petit effort, oui ou non? Si tu n'as pas envie, bah, reste dans ton truc, quoi. Bah ouais, Mais quand c'est vraiment au service de ta vie de famille, ta liberté, ton temps, ça vaut peut-être un petit peu le coup de se pencher dessus, quoi. bah ouais, bah ouais. De toute façon, moi je suis passionnée, donc ouais, ouais. Bah en tout cas, ça me donne vachement envie de faire le diplôme CGP. Et d'ailleurs, je me demandais. Parce que j'avais vu aussi, parce que en vrai, je m'étais un petit peu déjà intéressée aux différents diplômes de CGP, et j'avais vu le master 2 qui était spécialisé en investissement à l'international. Et je voulais avoir ton avis, parce que moi, c'est vrai que dans ma vision de l'investisseur serein à 1000%, il faut qu'il y ait une diversité géographique des investissements. Et je voulais savoir déjà, est-ce que vous, enfin toi et Claire, est-ce que vous avez de l'investissement à l'étranger et est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? Enfin, comment tu vois les choses? Alors du coup, c'est sûr que ça, c'est les basiques de la gestion de patrimoine. Il faut avoir un patrimoine diversifié. Bon, après, il faut comprendre son patrimoine. Tu as les zones géographiques et les différents types d'actifs. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de patrimoine à l'étranger. Par contre, on a du patrimoine sur différentes régions de France, donc à Marseille, en Normandie et en Bourgogne. Donc aussi la Bourgogne, pourquoi on investit en Bourgogne? C'était aussi un moyen de diversifier notre patrimoine, de quand j'accompagne des gens, de ne pas dire moi ma seule compétence c'est Marseille, mais aussi de faire de la campagne, de la ville intermédiaire, d'avoir différentes problématiques, gérer à distance, etc. Et par contre, on n'a pas investi à l'étranger, mais moi mon dada, c'est plutôt. Mais du coup, je pense que c'est une bonne chose, hein, parce que du coup, être dans différentes devises, etc. Alors après, ça pose la problématique de où est-ce que tu investis, est-ce que tu as une raison d'y passer? Parce que si tu diversifies bien, mais que tu n'as pas de raison d'y passer, que tu ne connais pas trop tes interlocuteurs, etc., ça va être compliqué. Moi, mon dada, c'est plutôt les forêts et les champs. Et du coup, on en rediscutait avec Claire, un moyen de se diversifier. Un enjeu majeur avec le réchauffement climatique, ça va être de capable de nourrir tout le monde, d'avoir des terres de qualité, etc. Et ça pourrait vraiment être intéressant de posséder une ferme, de mettre quelqu'un, de s'impliquer, d'avoir des forêts, de s'en occuper. En plus, dans la famille de Claire, ils ont des bois. Enfin, moi, ça me passionne, quoi. Mais du coup, vous n'en avez pas encore acheté des champs et des forêts en France? Non, du coup, on n'en a pas encore fait. Et moi, je me suis pas mal renseigné. Et c'est un truc, effectivement, sur est-ce que ça serait un prochain immeuble, je ne sais pas, en investissement, mais en tout cas, pourquoi pas une ferme ou des bois. Moi, c'est un truc qui, en termes de sens, sur être vraiment sur la terre et pas être tout le temps dans des trucs hyper Cons- perchés. Ouais, ouais. Vraiment, le concret, là, tu es encore plus concret que l'immobilier, tu es sur les mains dans la terre et dans le bois. Et donc, ça serait un truc ouais, qui m'intéresserait, que j'aimerais bien. Et du coup, vous êtes diversifié aussi, c'est-à-dire donc vous avez l'IMO en France. Est-ce que vous avez aussi des placements financiers? Enfin, vous faites aussi, vous êtes votre patrimoine, en gros, votre répartition de patrimoine, elle est genre 80% de l'immobilier et 20% du financier ou enfin, Euh, c'est juste alors, pour avoir un euh, peu une ordre d'idée aussi. alors aujourd'hui, nous, on a un budget qu'on gère de manière qu'on n'a jamais géré avant parce qu'on était largement, on gagnait largement plus que ce qu'on dépensait.
qu'on ne le gérait pas trop. Je gérais plutôt le niveau d'épargne qui rentrait et sur quoi je le mettais. À aujourd'hui, on a énormément de patrimoine immobilier. Donc, on a 2 gros immeubles, 3 colocations, une maison en résidence secondaire qui est louée aussi. On a notre résidence principale, donc on a, je sais pas, 90% en immobilier. On avait pas mal d'argent à la banque qu'on a complètement sorti parce qu'on a réinvesti en cash. Je suis hyper attentif sur le sens des placements et tu vois que rapidement, quand tu fais des choses, bah, soit tu fais du CAC 40 et tu peux aller investir dans des boîtes qui sont pas très éthiques et qui contribuent pas trop au monde durable de demain. Parfois, tu vas verser sur un livret A, mais en fait, ça contribue à financer aussi des placements, enfin, des boîtes pétrolières. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est vraiment redescendu à un point assez bas en cash à la banque. On a juste gardé un matelas pour avoir s'il y avait des aléas ou des choses comme ça. Et je suis plutôt en recherche de me dire, tu vois, c'est pour ça que je te parlais de l'ITA. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'investir, encore une fois, sur des actifs, mais des champs, des bois. J'ai envie d'avoir des vrais actifs, en fait. Ouais, des trucs concrets et au Concrets. moins tu sais dans quoi c'est investi et ça part pas Voilà. dans les mains Et d'un gérant dans une exactement. tour, quoi. Aujourd'hui, je suis plutôt dans un mode, on gagne plus que ce qu'on dépense. On garde un petit matelas pour avoir 4 mois de trésor devant nous s'il y avait un problème. Et ce qui rentre, c'est bah, on rêve sur quel prochain projet, mais j'ai pas envie de faire d'assurance vie, de PEA avec un tracker sur le CAC 40. Je veux que des vrais actifs en fait aujourd'hui. Ah, c'est super intéressant. Ouais, ouais. Ouais. Bah, nous, on n'est pas très avancé encore sur la partie Et là. d'ailleurs, il faut faire attention parce que souvent, tu as 3 choses qui vont ronger ton argent. C'est pour ça que j'aime bien avoir des vrais actifs qui bénéficient de l'inflation. En fait, tu vas avoir 3 choses qui vont ronger ton argent. Tu as l'inflation qui est hyper élevée. Tu as les frais. On a parlé avec tout ce qu'on a vu sur les CGP Ouais, les avant. gens qui se servent au moment où tu sors l'argent et t'as déjà 5% qui est disparu, quoi. Souvent, tu gagnes plus quand tu es celui qui chope les frais que celui qui place. Ouais, ouais. Si je te fais ouvrir une assurance vie, que je mets 100 000 euros et que je te fais prendre un placement, je ne sais pas si tu vas gagner, mais moi, c'est sûr que je vais gagner, hein. Ouais, ouais. Et donc, du coup, tu as les frais qui vont te ronger et puis tu as la fiscalité, quoi. Ouais, Donc, ouais. donc souvent, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu des actifs fondants. L'argent à la banque, tu vas croire bah, que ça rapporte, etc. Mais au final, si tu enlèves ta performance, les frais, la fiscalité, tu peux te retrouver, même si apparemment tu bois du 3,5-4%, en fait, tu es à -3, -4. C'est pour ça que moi, je veux pas trop d'argent à la banque. Je veux de l'immobilier, des champs, des bois, des forêts. Je veux du concret de chez concret en bon paysan. Ok. Moi, je pense qu'on a déjà fait un beau tour Ouais, je pense. du métier de CGP. Moi, je pense que c'est suffisant et je pense que je te réinviterai pour parler d'autres sujets, notamment la retraite, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient bien à cœur. Ah, et il faudrait aussi qu'on fasse un sujet LMNP et LMP, Ah ouais, carrément. parce que ça, Carrément. je pense que ça intéresse tellement de Et gens. Nous, on a SARL de tellement... famille, et SARL de famille qui est la petite sœur en personne morale de la fiscalité de meubleurs professionnels. Ah ben voilà, eh ben, faudrait qu'on fasse un sujet là-dessus. Bon, moi, je pense qu'on reste comme ça pour cet Trop épisode. bien. En tout cas, merci 1000 fois Antoine d'être venu. J'espère qu'on n'a pas ennuyé tout le monde parce que c'est Ouais, vrai qu'on c'est est ce des que je me suis dit passionnés. plusieurs fois. Je me suis dit, on est passionnés tous les deux, mais j'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde en vol. Ouais, bon peut-être, mais tant pis, on fera peut-être d'autres sujets plus accessibles. Mais moi je suis vraiment contente du coup d'avoir découvert un peu le métier de CGP et de parler directement avec toi. C'était vraiment passionnant. Super. Et donc à une prochaine. Trop bien. Merci Dorine. Ciao. Salut!